Bonjour Titouan, bonjour Vincent. Salut. Eh ben, je suis très heureux de vous rencontrer. Moi, on a un sport que je vais découvrir. Mais la première question que j'ai à te poser, Titouan, c'est quand on est à Rapa, est-ce qu'on n'est pas déjà hors du cadre dès sa naissance? Il n'y avait pas de question piège, je t'avais dit. Ouais, c'est sûr que ça sort un peu du cadre. Il n'y a pas tout le monde qui connaît cet endroit. Donc déjà pour expliquer, Rapa, ouais, c'est une toute petite île au sud de la Polynésie. Et je pense que hors du cadre, c'est déjà mes parents qui ont atterri là-bas. Donc ouais. Et puis bah, moi, je suis arrivé à ce moment-là. Donc, effectivement, c'est une île de à peu près 500 habitants. Voilà, c'est Mhm. ça. Et quand j'ai été voir, hein, sur Google Maps notamment, et que tu dézoomes, Ouais, ça reste impressionnant parce qu'il n'y a que de l'eau autour, en fait. ouais. Donc, Ouais. Dans l'autre sens d'ailleurs, c'est hyper dur de réussir à trouver de réussir à sans mettre trouver. le nom. Ouais, c'est pas Et facile, facile. comment tes parents sont arrivés là-bas? C'était Mais une destination volontaire? C'était un choix de vie? Ouais, mes parents, ils sont infirmiers. Ils sont toujours d'ailleurs. Ils étaient en bateau à ce moment-là. Et ils se sont fait envoyer, on va dire, là-bas en tant qu'infirmiers parce que bah, c'était les seuls de l'île. Il n'y a pas de médecin ni rien. Et bon, après, je pense que ouais, ils sont peut-être un peu aventuriers ou je sais pas, mais ça leur a plu. On y est même d'ailleurs retourné après. Donc c'est vraiment que ça a dû leur plaire. Et c'est dans les projets de vie de mes parents et même du mien d'y retourner parce que oui, c'est un peu. Bah, c'est hors du cadre, comme tu dis, c'est un peu mystique. Et puis moi, c'est où je suis né, donc il faut bien que j'y retourne. Je suis toujours en contact avec des gens de là-bas et tout, c'est rigolo, ils me suivent sur les réseaux et tout, donc Quand tu dis il faut c'est bien que tu y marrant. retournes, c'est que tu as vraiment un lien avec cette île? Tu ressens un besoin d'y retourner? Ouais, il y a quelque chose quand même, ouais. Mon frère, mon grand frère qui a 4 ans de plus, il s'en souvient un peu plus, il a beaucoup de souvenirs lui. Donc il m'en parle, mes parents m'en parlent, on a beaucoup de photos, des photos papier. Et, euh, et donc, ouais, quand tu vois les paysages, quand tu sais que pour y aller, de toute façon, il n'y a que le bateau et que tu y vas, c'est pour un mois. Oui, parce qu'il n'y a pas d'aéroport, hein, c'est bien Voilà. ça. Donc, ouais, c'est une petite aventure Pourquoi tu qu'il dis faut quand faire. tu y vas pour un mois, c'est-à-dire? Ah, bah, je vais pas bah, le bateau, vu qu'il Le reste une bateau, journée et qu'il repart, je vais pas y aller une journée. Donc, si j'y vais, c'est un mois, donc c'est un créneau qu'il faut que je trouve. ouais. Pour l'instant, j'ai pas trouvé, Bon, mais ça va tu se vas nous caler. expliquer le parcours qui t'a amené donc de l'île de Rapa jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui en Ouais. 2021. Ça va être intéressant de connaître ça. Et Vincent, je vais te poser la même question, c'est-à-dire en quoi Titouan est hors du cadre? Bah, il est hors du cadre, je pense, parce que il vit, il pratique son sport de haut niveau tout seul. Il s'entraîne tout seul et il voyage tout seul. Il se débrouille tout seul. Il est d'une autonomie totale et complète. Donc, je pense qu'il pourrait aller à Rapa en paddle d'ailleurs. Ça pourrait être un petit défi. Ça peut être un défi. Mais ouais, c'est surtout ça. C'est que moi, ça fait maintenant 7 ans que je l'entraîne et on se voit finalement assez rarement parce il a une vie où il passe beaucoup de temps. La trêve en Nouvelle-Calédonie, où là il a quand même des partenaires d'entraînement, c'est bien, mais il gère quand même sa carrière de sportif maintenant on peut le dire, hein, bientôt c'est passé, mais de presque haut niveau tout seul, quoi. Donc c'est vrai qu'il est. Moi en fait, l'entraîner c'est plus une relation d'échange en fait entre ce que lui fait, parce que il donne pas beaucoup d'informations, on va dire. J'ai- Voilà, il garde son cardio pour lui, des trucs comme ça. Donc, il oublie une pile. Enfin bon. De toute Non, mais ça façon, va être intéressant que tu nous expliques justement. Moi, c'était ouais. une de mes interrogations, c'est comment on entraîne un athlète qui est aux quatre coins du monde, hein. J'ai regardé un petit peu le calendrier de Titouan, c'est assez impressionnant. C'est des tournées mondiales quasiment tous les ans. Donc, c'est de savoir que cette relation de comment l'entraîneur, comment le coach travaille avec son athlète qui est toujours en déplacement dans un sport comme celui-ci. Mais si on rembobine un petit peu l'histoire, Titouan, donc tu nais à Rapa. Euh, jusqu'à quel âge tu grandis sur cette île? Qu'est-ce qui se passe derrière? Et comment tu découvres les sports d'eau, ou en tout cas le sport aujourd'hui de sup? Ouais, c'est pas mal de va-et-vient et tout, mon enfance. Donc, en bateau, donc on est allé en Calédonie, on est allé en Nouvelle-Zélande en voiture, on est allé, enfin, pas en voiture, mais on a fait la Nouvelle-Zélande en voiture. On est allé en Australie ensuite en bateau. On a fait une tentative de vie en France qui a duré 6 mois sur l'île d'Oléron. On est reparti ensuite en Calédonie. Donc ouais, Rapa, ça a été pour moi presque que ma naissance et ma petite enfance. On va dire mes plus gros souvenirs et là où j'ai passé le plus de temps, ça reste la Nouvelle-Calédonie. C'est là où j'ai grandi et tout ça.
Donc, passer du temps sur l'eau, on le faisait déjà à bloc. Je dirais presque que c'est naturel. Ouais, voilà. T'as pas Du trop coup, le choix. on n'avait quelque pas le part. choix. Je pense que rien que de devoir prendre son annexe pour aller à terre, ça, tout de suite, du coup, tu sais pagayer alors qu'on t'a pas demandé de la prendre. T'avais pas le choix de toute façon si tu voulais aller à terre. Et Ce qui veut dire que les choses dans ta technique que tu as aujourd'hui sont toujours naturelles ou est-ce que tu as dû travailler énormément la technique à l'entraînement? alors, j'ai retravaillé ma technique à la limite un peu plus tard quand en fait on m'a demandé pourquoi je faisais certaines Ouais. choses. Maintenant, je fais ce qu'on appelle des cliniques, nous, dans le milieu, donc des cours, tout simplement, des cours particuliers ou des cours en groupe. Et c'est vrai que c'est via ces cours et via ces questions, ou même d'ailleurs avec Vincent aussi, des fois, qui a des questions sur pourquoi tu fais ça, ou pourquoi tu mets ta pagaie là, etc. Et c'est vrai que des fois, si on peut parler d'élèves, ils me posent des questions. Des fois, je suis là, je suis bluffé, je dis attends, laisse-moi 5 minutes, je vais réfléchir. Est-ce que c'est naturel pour toi? Parce que ouais, il y avait des trucs un peu naturels. Après, le stand-up, pour le coup, c'était un peu plus nouveau. Moi, j'ai commencé par la pirogue polynésienne, le VAA. Donc pour dire que c'était un peu naturel, c'était en gros le sport qui était à côté du bateau, à côté du quartier à Nouméa. Mon frère, il a commencé. Voilà, c'était le truc le plus proche sans avoir besoin des parents, etc. Donc on a fait ça aussi naturellement. Et tu le pratiquais à ce moment-là sans objectif de carrière, juste pour le plaisir et pour t'amuser avec tes copains Ah ouais, ou- moi, sportif de haut niveau. D'ailleurs, mon premier entraîneur, il était prof de sport. Donc on était à la fois en sport scolaire et en sport de club. Et une de ses phrases, et je lui rappelle tous les jours d'ailleurs, enfin pas tous les jours, mais à chaque fois que je le vois, il nous disait vous travaillez à l'école parce que le VAA, ça va pas vous nourrir. Donc arrêtez de vous entraîner et allez faire vos devoirs plutôt parce qu'on allait un peu trop au club. Et puis aujourd'hui, j'ai réussi à. Alors, c'est pas du VAA, mais j'ai Tu lui réussi rappelles à. quelquefois. Donc, je dis, tu vois, quand même, avec un sport de. J'ai bien fait de passer quelques heures en VAA pour arriver là. Donc, mais non, j'avais aucune prétention de devenir sportif professionnel ou. Moi, je dis sportif professionnel parce que je suis payé pour faire mon sport et je suis pas sportif de haut niveau. On va le devenir bientôt, là. Ça vient de passer pour 2022. Tu te considères pas comme un sportif de haut niveau? J'ai pas le statut en France. Ah, le statut, mais, Ouais. mais Après, de oui, par ouais. tes résultats Mais du coup, je marque et ton plus parcours. souvent. Je trouve qu'en France, quand on dit sportif de haut niveau, ça veut vraiment dire ce statut qui est donné un Reconnu petit peu quelque par part. le ministère. Ouais, voilà. Alors que moi, je suis payé par des boîtes privées, donc j'estime c'est être intéressant plus d'avoir sportif ce- professionnel. Ouais. C'est intéressant. Et qu'est-ce qui t'amène en 2013 au championnat de France, où quelque part les personnes qui suivent ce sport te reconnaissent? Ouais, parce que du coup, je fais du VAA. Je fais mes études parce que pareil, les parents ils disent parce que moi j'avais le projet d'aller à Tahiti, de battre les Tahitiens, de devenir sportif professionnel en VAA, des rêves de gosse. Ils m'ont dit oui, va faire des études, on verra après. Donc ils ont bien fait. J'ai fait tout ça et j'ai essayé le stand-up paddle. Je connaissais pas Vincent Guillaume, j'ai fait ma 3e année d'études à Brest. Ils m'ont fait essayer le paddle, mais c'était sur une grosse planche, ça avançait pas. J'ai dit non, moi ça m'apporte rien votre sport. C'était En pas la pirogue, même je vais glisse. bien plus vite. C'était pas la Ouais, même voilà. glisse, ouais. Et en fait, j'ai découvert vraiment le stand-up paddle en rentrant après en Nouvelle-Calédonie, après mes études. Et là, on m'a fait essayer en fait sur une planche, ce qu'on appelle une planche unlimited, donc une planche qui n'a pas de jauge. On peut faire la longueur de planche qu'on veut, donc une planche qui glissait bien. C'était Mer d'Huile à Lansvata. Ceux qui connaissent la Nouvelle-Calédonie, c'est la plage principale, donc un peu idyllique toute la soirée. On fait du paddle et tout, c'était top. Et je dis là ça apporte quelque chose. Et puis c'était un bon complément d'entraînement. À l'époque, mon entraîneur de VAA, il m'avait dit va faire un peu de paddle, tu vas perdre un peu le poids que tu as gagné en France là pendant tes études. Il m'avait vu rentrer, il m'avait dit on va pas te tirer dans la pirogue d'équipage, tu vas aller perdre un peu. Il me charriait comme ça, donc j'ai fait un peu de stand-up et de fil en aiguille, j'ai gagné en Nouvelle-Calédonie et ils m'ont dit tu peux aller, on va t'envoyer au championnat de France. Donc moi pareil, j'étais ok, c'est cool, mon frère il y est, ça me permettra de le voir. Et donc c'est mon frère qui m'a amené au championnat de France à Canet-en-Roussillon. Et c'est vrai qu'à l'époque, on devait être les athlètes ils étaient sponsorisés. Moi je suis arrivé avec mon frère qui a récupéré ma planche à l'aéroport, on n'arrivait pas à la sortir de douane, enfin des galères après que j'ai beaucoup eu après, mais qui au départ, quand t'es pas pro, tu dis faut payer tant pour sortir la planche de douane, ça va être chaud là, on n'avait pas prévu.
Donc t'appelles la ligue, enfin bref, tu te débrouilles. On arrive avec mon frère à Canet, et puis ouais, c'était à Canet-en-Roussillon. Donc pareil, là on voit les athlètes qui sont tout habillés avec leurs sponsors, qui mettent les autocollants sur les planches et tout. Mon frère me regarde, dit toi tu vas prendre une branlée aujourd'hui toi. Mais toi, est-ce que tu avais confiance en tes capacités physiques? C'est-à-dire que vraisemblablement, tu t'es pas laissé impressionner par tout ça? Ouais, moi je m'étais entraîné, j'avais largué mon boulot un mois avant. Je travaillais dans une école de sup, j'avais dit à mon employeur, attends, je vais au championnat de France, c'est important, il faut que je puisse m'entraîner et tout. Puis ils étaient cool, ils m'ont dit oui, bah vas-y, on te licencie. Et, et du coup, je m'étais retrouvé à m'entraîner un mois. Alors bah, pareil, on en avait parlé après avec Vincent, mais je faisais mon micmac, quoi. Je regardais sur les vidéos, ah ouais, ils font ça, bah attends, je vais aller courir un peu, alors que je courais jamais de ma vie. Après, bah, je continuais à faire du VA, tout ça, mais j'essayais de faire un peu ma cuisine, quoi, pour arriver en France prêt. J'avais pris les chaussons, tout, je me suis dit, Tu cahier t'étais fait tous les gros clichés, en fait. Tu t'étais quoi. préparé comme Ouais. toi, tu imaginais que Ouais, c'était ouais, comme ça qu'on devait faire pour être performant. Ouais, voilà. Et puis Canet-en-Roussillon, du coup, bam, j'ai ma planche. Bien sûr, je connais personne. Les gens, ils sont gentils, ils disent bonjour, tout, mais bon, ils s'en fichent de toi, quoi. T'es calédonien, tu viens d'arriver, on sait pas qui tu es. Enfin, c'est normal, tu vois, de leur part. Bah, ils vont vite le découvrir Ouais. en même temps, parce que champion de France, 6 mois après le Nicaragua. Ouais, et puis ouais, même le départ, en fait. Au départ, je pars, je tombe. Donc là, mon frère sur la plage, je dis bon, je sais même pas si je vais aller le chercher à l'arrivée, lui, parce que pareil, il y a les navettes à faire. Donc là, nous, on était tout seuls, donc c'est mon frère qui devait aller me chercher. Et puis au final, j'arrive à gagner ce championnat de France. Et après, bah, voilà, j'ai fait les sélections, je vais au mondial et tout. Et après, ça va un peu plus vite. Ouais, Et il y a le titre. mais le début, ce championnat de France, il était cool, ouais. Et à quel moment votre collaboration intervient? Et ben. Parce que toi, j'imagine qu'en tant qu'entraîneur, tu entraînais déjà, bien évidemment, à l'époque, tu l'avais repéré. Quels ont été vos premiers contacts? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous travaillez ensemble depuis 2014, c'est bien ça? Ouais. Mais en fait, Titouan, il a débarqué à Canet-en-Roussillon. Et puis, moi, j'entraînais déjà des athlètes. Et en fait, quand j'ai vu la ligne d'arrivée, je me suis dit, bon, bah, il y a quelque chose qui se passe parce qu'il avait pris une voie déjà totalement différente alors qu'il ne connaissait pas le spot. Et je sais pas, il avait dû voir un oiseau ou une feuille traîner, un truc comme ça. Et puis il s'est dit, bah, ça glisse mieux là. Et il a vraiment, il a vraiment mis tout le monde d'accord ce jour-là. Et bon, après, tu connaissais Greg déjà et Vincent Verhoeven? Non, même pas. Même pas. Et en fait, bah, je crois que les deux l'ont pris un peu sous son aile, ils sont tout de suite bien entendus. Et en fait, t'es monté l'année suivante. C'était pour préparer la battle ou la... Je suis venu à Brest fin 2014. Fin 2014, et là, en fait, c'est Vincent Verhoeven et Greg Closier qui m'ont dit bah, tiens, est-ce que Titouan peut faire quelques entraînements parce qu'on préparait une course en Californie. Et il a passé une semaine sans dire un mot, sans enlever ses lunettes de soleil, donc j'ai pas vu. Cette semaine-là, il a fait beau, rappelle-toi. Cette semaine, il a fait beau, donc on peut s'en souvenir. Est-ce qu'il était à l'écoute, ou alors il était vraiment dans son univers parce qu'il avait structuré tout seul ses entraînements pour arriver à ces titres-là? Comment se sont passés les premiers contacts? Bah, c'est une personne qui est très humble et modeste, donc il venait aux entraînements sans la ramener de quoi que ce soit, et il venait juste s'entraîner dans le groupe, je crois, et puis passer ce moment-là, découvrir un petit peu. Après, de ce qu'il m'avait dit, lui, c'est que à la fin de la semaine, finalement, il me voit, il me dit bah, je crois que je vais me lancer un peu dans le projet du professionnalisme, et il m'a demandé si je pouvais le suivre, si je me souviens bien, c'était comme ça. Donc moi j'avais vu la première fois qu'il était monté sur sa planche, j'ai vu un petit geste, je me suis dit, oula, il y a quelque chose qui se fait là, et c'est vrai que ça avait été sympa. Et puis après, on a bossé, on a commencé à travailler à ce moment-là. Ouais. Donc alors, quand on quitte son job, 1 an et demi à peu près avant la période dont on parle, hein, c'est à peu près ça. Ouais. Tu arrives en France, donc tu prends le titre de champion de France, derrière il y a le titre de champion du monde. Il se passe quoi dans ta tête en fait? C'est-à-dire que tu te dis, bon là, je peux atteindre ce rêve d'être professionnel un jour, je tente le coup, je structure mes entraînements. Est-ce que tu te souviens des émotions qui t'ont traversé l'esprit à ce moment-là? Bah, tout s'est un peu passé sur ce championnat de France, encore une fois en fait. Ça a été le déclencheur? Ouais, c'est le gros souvenir en gros en stand-up qui est vraiment top dans le sens où bah boum, donc du coup je gagne. Mon frère, pour le coup, était à l'arrivée en se disant « Ah putain, tu tombes au départ et t'arrives à gagner ». J'étais même tombé sur le parcours. Parce que l'équilibre, c'était vraiment un peu nouveau pour moi en stand-up. Et c'est vrai que là, du coup, tout le monde vient te voir. T'es qui toi? T'as des sponsors? Je fais « Bah ouais, il y a le magasin qui me prête une planche. »
Et au final, le soir même, j'avais des messages de Marc pour me prendre, alors que j'avais entre guillemets que gagné les France. Mais à l'époque, j'avais battu des gars comme Eric Terrien ou Arthur Arutkin, qui étaient déjà sponsorisés, qui étaient déjà dans le tour. Donc ils se sont dit, bon, bah, s'ils arrivent à battre ce gars-là, ça vaut le coup. Et toi, comment tu réagis par rapport à ça? Est-ce que tu te dis, on va attendre un petit peu, déjà prendre connaissance de tout ce qui se fait dans le milieu et de voir comment je peux me développer, ou est-ce que tu saisis toutes les opportunités qui se présentent à toi? Bah, déjà, moi, j'y connaissais rien, donc Vincent en parlait. Les premières personnes un peu qui m'ont aidé, c'est Grégory Closier et Vincent Verhoeven, dans le sens où on me proposait un budget, tout ça, et puis bah, moi, il n'y avait pas sans filtre, quoi. J'allais voir Greg, je disais, bah, c'est cool ça, ce qu'il te donne là, c'est un bon budget ça, ou... Il me dit, bah ouais, c'est bien, vas-y, tu peux dire oui, c'est pas mal. Donc voilà, j'avais aucune idée en fait de combien tu gagnais, de combien tu avais de planches à l'année, etc. Et eux, ils avaient cette habitude. Et c'était important d'être bien encadré. Ouais, bien encadré. Ouais. Et c'est un très bon pote maintenant, l'autre Vincent, donc Vincent Verhoeven, mon pote Vince. D'ailleurs, pour l'anecdote, au championnat de France, il tombe avec sa planche, il pète le rétroviseur de mon frère. Donc en fait, on s'est connus comme ça. Il était avec sa board, il pète le rétro. Il dit, bon, t'es qui toi à péter le rétro? Et au final, quelques mois après, il est venu en Calédonie pour 2 semaines. Il est resté 3-4 mois, je crois, à s'entraîner avec moi et tout ça avant les mondiaux. Et donc ouais, il y avait les qualifs à faire à Quiberon pour les championnats du monde en décembre. Et donc moi, j'appelle en Calédonie, je dis, bon, bah, je vais rester un peu plus. On me propose de faire des qualifs, tout ça, alors que je devais normalement travailler en tant qu'éducateur sportif à la province sud. Donc pareil, mon employeur, il me dit, bah ouais, c'est trop bien, fais cette qualif et puis tu reviens travailler 2 semaines plus tard, c'est pas grave. Donc j'arrive à me qualifier, et donc en Calédonie, bah après on me dit championnat du monde, mais pareil, championnat du monde, je suis arrivé un peu comme le championnat de France en fait. Je savais pas du tout mon niveau international, j'avais quand même gagné une course en Australie juste avant, mais j'étais là, bah ouais, j'y vais, je vais voir. Et voilà, et après, professionnellement, j'ai vu que ce qu'on a la technical race, quelque chose de plus intensif, plus cardio, plus explosif aussi. C'est là où je manquais de certaines choses. Moi, j'étais bon sur le long, un rythme régulier, plus qui se rapprochait du VA en fait. Et c'est là où, avec Vincent Guillaume, je me suis dit, ah bah lui, il peut peut-être m'apporter quelque chose, parce que moi, je stagne un peu là en termes de cadence, tout ça, je pagaye vachement lentement. Après, il y avait la pression parce que j'avais déjà fait champion du monde tout seul. Et l'histoire, elle est rigolote parce que j'ai fait champion du monde tout seul en longue distance. Et en 2019, du coup, j'arrive à faire champion du monde en technical race, justement, où bah, c'est là où ça pêchait, où j'avais le plus de mal, quoi. Donc, on va dire que le premier titre, c'est un peu plus... c'est normal parce que tu fais ça depuis longtemps et puis t'as pas de mérite, entre guillemets. Et le deuxième, bah, ok, tu t'es encadré, tu t'es fait un staff autour de toi, t'as bossé et du coup ça a marché, ouais. Et ce qui veut dire que quand tu l'as dit, champion du monde tout seul, ça veut dire que derrière il a fallu que tu casses des habitudes pour retravailler, reprendre des bases, ou comment est-ce que... c'est Vincent qui peut dire, mais ouais, et puis encore aujourd'hui là, par exemple, j'essaie de m'intéresser un peu plus à la nutrition, donc j'ai pas pris de pain au chocolat tout à l'heure, des trucs comme ça. J'essaie de rajouter des cordes à mon arc au fur et à mesure. J'ai eu la chance d'avoir des résultats au début sans avoir, on va dire, toutes les clés. Ouais. C'était naturel. J'avais pas d'entraîneur. Boum, je me suis rajouté un entraîneur. Hop, j'ai gagné des places. J'ai changé de sponsor matos. Hop, j'ai gagné des places parce que je me sentais mieux sur ces planches-là. Mais ça, tout ça, tu l'anticipes? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu travailles sur une horizon de 2 à 3 ans, comme tu travailles avec ton entraîneur? D'ailleurs, est-ce que vous travaillez à l'année ou est-ce que vous vous dites, voilà, dans 3 ans, 5 ans, je ne sais pas, on doit être à tel niveau, donc on va commencer comme ça et petit à petit, les résultats arrivent, il y a un changement de matériel, il y a une stratégie, peut-être une définition aussi du circuit des épreuves sur lesquelles tu participes. Comment est-ce que vous travaillez tous les deux, Vincent? L'explosivité, tout ça, je pense, c'est toi qui peux répondre. Également. Je sais pas en combien de temps tu avais prévu que je sois mieux. Non, parce que quand tu vois arriver
quelqu'un, une force naturelle quelque part, je dirais, tu dois avoir ce regard extérieur, de savoir ce que tu peux lui apporter, qu'est-ce qu'il doit travailler pour s'améliorer. Ouais, en fait, Titouan, je pense que dans sa démarche, même si c'est au niveau fédéral et en France, le statut de sportif de haut niveau, c'est un statut. Mais c'est vrai que dès le début, il a montré ses ambitions, en fait. Et pour moi, le sport de haut niveau, c'est d'abord la performance. Après, c'est la régularité dans les efforts, dans ces performances-là. Et après, la longévité. Et pour moi, ça a été un objectif de pouvoir justement, vu que lui, c'était son objectif d'être professionnel, c'était de monter et d'avoir ces 3 qualités-là, parce que pour moi, c'est vrai que c'est dans le temps que ça se construit. Donc, construire un gros palmarès. Après, comme je vous le disais au tout début, on travaille ensemble. En fait, moi, je me projette pas sur lui, j'ai pas un projet pour lui. C'est lui qui a ses projets, je m'adapte au maximum. Il a fait une énorme première année en Nouvelle-Calédonie d'entraînement, où là, on a passé, je pense, vraiment un cap, dans le sens où il y avait des entraînements en salle. Ça a été horrible pour lui. Et ça, c'est des choses que tu découvrais? Aller travailler en salle, travailler ton physique? Ouais, et c'est à mon avis, et quand on parlait de rajouter des cordes à son arc, c'est encore le truc à faire. Je pense que j'ai jamais vraiment fait de muscu encore. Et il est pas content, mais après, c'est un sujet. c'est un sujet. Alors après, je travaille en salle en Nouvelle-Calédonie, plus par rapport à la prévention de blessures. Ouais. Il est venu d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie, Vincent, pour être sûr que c'était vraiment une salle. Et non, pareil, comme on disait, c'est pas sport de haut niveau, donc c'est à toi de créer un petit peu ta bulle. C'est à toi de professionnaliser ta discipline, donc, ta passion. Ouais. Donc voilà, bam, Vincent Guillaume, il m'entraîne. Maintenant, c'est la Ligue calédonienne de surf qui travaille avec Vincent Guillaume pour nous entraîner, parce que y a d'autres athlètes en Calédonie qui sont suivis aussi. Et au sein de cette ligue, on a aussi l'accès avec Brian de Exercise Kitchen qui nous fait travailler en salle pour la prévention de blessures et tout ça. J'ai un pote ostéo, j'ai un pote kiné. Ouais, tu as structuré, tu as pris différents pôles. En gros, là, on m'a expliqué, j'ai commencé des formations un peu à la Fédé de kayak, ils m'ont dit, un pôle France, c'est ça. Puis dans ma tête, je dis, ouais, ok, c'est ce qu'on a, c'est à peu près ce qu'on a conçu, quoi. Ouais. Et puis je dis ouais, parce en fait, quand j'étais tout seul, moi je l'ai fait pour moi, et là depuis quelques années, le centre territorial d'entraînement en Nouvelle-Calédonie, c'est pour quelques jeunes, et dont 2 jeunes qui sont de niveau international maintenant et qui sont suivis aussi par Vincent Guillaume. Et du coup, il profite un peu de ce pôle, entre guillemets, de l'expérience aussi, du regard que tu as pu apporter. Qu'on avait construit, quoi. Et est-ce que tu parlais tout à l'heure de l'alimentation, pour les sportifs de haut niveau, et tu en fais partie, c'est un point important pour s'entretenir, prévenir de la blessure, progresser. Est-ce que ton alimentation a évolué aussi au fur et à mesure du temps par rapport aux spécificités de ce sport? Ouais, parce que quand je retourne au VA, on va dire, parce que du coup, mon club de VA, c'est que quelques mois dans l'année quand je suis en Nouvelle-Calédonie. Rappelle-nous le nom de ton club de VA. Île sous le vent. C'est les îles sous le vent de Tahiti. Bien sûr, comme c'est un sport polynésien, il y a beaucoup de clubs aux consonances polynésiennes après ailleurs dans le monde pour y trouver une rattache. Et nous, ça a été créé par des jeunes des îles sous le vent. Donc voilà, maintenant ils sont vieux, ces jeunes, mais il faudrait peut-être changer de nom. Mais voilà, c'est mon club, et quand je vois comment on mange et comment... il y a des trucs qui vont pas, mais c'est culturel, donc ça va être un peu plus long à changer. Et moi, j'ai fait des trucs maintenant, quand j'y pense, des départs de course où on mangeait un muesli au chocolat hyper sucré avec du lait, et hop, on partait 10 minutes après sur la course. Moi, je pense que je fais ça maintenant, je meurs au bout de... Enfin, peut-être aussi parce que je le sais, alors qu'avant on le savait pas. Aussi, parce que tu t'intéresses à ton alimentation, quel impact ça a sur le corps, et forcément ça change tout. Quand t'es jeune aussi, ça passe plus, je pense. Et donc j'essaie de regarder un peu plus. Après, comme Vincent il dit, enfin, j'ai jamais fait non plus des trucs trop foufou, quoi. Après, je suis gourmand, Vincent, et tout. Tu voulais rebondir sur les dires. Ouais, en fait, on a beaucoup parlé aussi de l'alimentation, et moi, ce que je lui disais, c'est que, écoute, t'as pas de fatigue pendant les courses, t'as pas de gros moments de fatigue dans la saison.
Normal Ouais. quand il y a un enchaînement de Des on doit épreuves. faire des fois 3-4 fois le tour du monde pour faire toutes les épreuves. Donc je dis bon, c'est déjà pas mal ce que tu fais. Après la grosse difficulté c'est de s'alimenter justement quand on n'est pas dans son pays, quand on est tout Ouais. seul, quand on peut pas prévoir. Et d'avoir une alimentation qui soit bonne pour la récupération, bonne pour la performance. Donc on a souvent parlé des gels, en course, est-ce que c'était bien, est-ce que les protéines, pati pata. C'est vrai que moi, dans ma démarche aussi, c'est de dire, à partir du moment où on s'alimente bien, on n'a peut-être pas forcément besoin de tout ça. On n'est pas sur des sports d'ultra-endurance Ouais. où il y a besoin vraiment d'avoir un complément alimentaire durant la course qui est différent. Là, les courses, ça font 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures grand Oui, donc max. logiquement, le corps a suffisamment de, Si on est ne bien serait-ce que de préparé, sucre pour. Ouais. il n'y a pas de souci. Donc à partir du moment où lui tenait toutes ses courses sans aucun problème et que je voyais que dans ses déplacements, il n'avait pas non plus de soucis. Ça veut dire que physiologiquement, ça passait, il était Tout capable de passait s'adapter bien, à il différents gérait sans types d'alimentation. problème. Et puis après, c'est vrai que c'est le problème de la dépendance. À partir du moment où tu commences à prendre des produits que tu les trouves pas sur l'endroit où tu es, Ouais, c'est compliqué. tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire? Donc psychologiquement, ça peut être compliqué pour la préparation de la course. Donc moi, je préférais lui dire à ces moments-là, écoute, Parce que sur continue l'alimentation, comme ça, c'est on vrai que va ça se joue progresser dans au les, fur et à mesure, dans les quoi. jours d'avant, en fait. C'est ça, dans les jours d'avant, pour préparer le corps à cet effort-là. Est-ce que justement, tous les deux, depuis les années que vous travaillez ensemble, est-ce que vous avez mis en place comme un process d'avant-course? C'est-à-dire, je ne sais pas si l'épreuve elle est samedi ou le dimanche. Est-ce que tu te mets dans une bulle, dans un tunnel, et dès le jeudi, tu sais ce que tu as à faire, dès le vendredi, tu sais ce que tu as à faire? Ou est-ce que tu fais plutôt au feeling, à l'instinct, par rapport à ton expérience et à la relation que vous avez réussi à créer? Pour l'alimentation Ouais. ou pour tout? Même, à la limite, tu peux Ouais. la décliner, l'alimentation, parce qu'on en parle, mais aussi dans l'approche d'une épreuve. Ouais, la petite routine d'avant-course, elle peut s'étendre à la semaine d'avant, ouais. Mais pour revenir à l'alimentation, pareil, si on peut revenir aussi à mon enfance, je pense que j'étais habitué à manger tout, n'importe où, n'importe quand. Et c'est vrai que nous, quand on a des courses, des fois au Mexique ou au Salvador, ou des pays un peu plus, on va dire, ça va être un peu plus différent, limite sur la façon de conserver peut-être et tout ça. Et je vois, il y en a en équipe de France, ils tombaient malades et tout. Moi, j'étais nickel, mais habitué à manger des fruits d'ailleurs ou de... Donc moi, ça passe toujours un peu plus. Et c'est vrai que de pas se... Les routines, faut faire gaffe en fait, parce que si t'es bloqué à manger tel pain avant ta course et que tu te retrouves en compète au Mexique à manger une quesadillas juste avant, il faut réussir quand même. Et donc j'essaie de pas trop me bloquer là-dessus. Pareil au niveau du matos en fait. C'était à un moment je commençais à mettre des straps de tennis autour de mon manche pour que ça soit plus souple, ou plus de pour grip. absorber un peu plus De prise peut-être, ouais. plus de prise et la raideur un peu du carbone pour essayer de l'absorber, pour avoir un peu moins mal aux épaules et tout. Puis bon, y a Travis Grant c'est un athlète qui a gagné plein de choses et qui est sponsorisé comme moi chez NSP, et avec qui on échangeait beaucoup, et il me dit ah, c'est cool ton grip et tout. Je fais ouais, moi j'aime bien et tout. Et puis je lui dis tu veux essayer? Il me dit non, parce que putain, si j'aime bien et qu'un jour j'en ai pas, je vais t'emmerder. Et j'étais là, ouais, c'est pas bête ça quand même, dans le sens où à mon avis j'ai mes petits trucs où voilà, j'ai mon aileron, enfin je suis quand même assez organisé quand même, je crois, enfin en tout cas moi dans dans mon bordel je suis organisé, et dans le sens où s'il te manque d'un truc, bam, faut pouvoir t'adapter. Ouais, enfin je pense que ça, les sportifs de haut niveau, c'est aussi l'expérience, hein. Et l'expérience, c'est se connaître aussi, c'est l'expérience, la relation que tu as avec le matériel. Mais voilà. Justement, le matériel, je vais rebondir sur ça. C'est est-ce que tu as un impact sur ta discipline? Je veux dire, est-ce que tu fais des feedbacks sur le matériel pour que ça progresse? C'est-à-dire que là, par exemple, tu as adapté un grip. Est-ce que ça a été dupliqué? Est-ce que, je sais pas, Ouais, les grips pagaies, ça existe maintenant. Je sais pas si c'était parce que moi j'avais commencé ou un autre, mais j'ai pas cette prétention-là. D'ailleurs, moi j'en mets plus, hein, parce que je me suis dit, putain, le jour où j'en ai pas, il faut que je puisse faire ça. Et après, les planches, beaucoup par contre, les pagaies aussi. Ouais. Et les planches même, on va dire que j'ai changé presque de sponsor à cause de ça, à bout de 2 ans, parce que je faisais des retours où je disais, moi j'aime bien ça, est-ce qu'on peut le faire? Et c'est pas qu'ils pouvaient pas, mais on était beaucoup dans cette marque et c'était difficile en fait d'arriver à ce que t'aimais. Et alors que dans mon sponsor actuel, on était peu dans l'équipe, justement avec Travis.
On venait tous les deux de la pirogue, on avait un peu près les mêmes ressentis dans ce qu'on voulait en fait ressentir sur la planche. Et aujourd'hui encore, je fais beaucoup de retours. Donc c'est Alain Turketil qui design mes planches, entre guillemets, les planches chez mon sponsor. Et il passe des heures fous. Tu le challenges énormément sur des retours d'après-course, c'est après plus lui qui épreuve, me ou de ce challenge que l'inverse. De toute façon, il le connaît bien aussi. Il te challenge surtout. Quand tu dis te challenge, c'est-à-dire qu'il te fait des améliorations en fonction de tes retours. Mais ouais, déjà lui, il a des idées de fou tout seul parce qu'il pratique et tout. Ouais. Et après, moi, j'affine un peu plus. Peut-être des fois, je le limite aussi un peu. C'est quoi ? C'est des améliorations sur la glisse, sur la stabilité, sur. Ouais, on a réussi à rendre des planches, donc des planches instables, c'est-à-dire des planches rondes. On a réussi à les rendre beaucoup plus stables parce qu'il aussi, il faut penser au marché en fait. Bien sûr. Moi, ce qui me paye, c'est la planche de Monsieur Tout le Monde. Donc, je compare ça un peu à la voiture, un peu où si je peux avoir la prétention de comparer ma planche à une Formule 1, voilà. Et ce qu'on retrouve en Formule 1, boum, on l'adapte sur la Renault Clio de Tout le Monde et là, c'est pareil, on se dit, waouh, mais attends, si on fait une planche hyper stable alors qu'elle est hyper fine, hyper compétitive, si on met ça sur une planche de Monsieur Tout le Monde, c'est pas possible. Il va être non, justement, ça va lui rendre sa planche stable, quoi. Donc, ce qu'on trouve, nous, ça sert à tout le monde, donc c'est cool. Et puis, nous, ça nous permet d'affiner nos planches. Là, et les planches, ouais, elles réagissent à peu près comme moi je veux. Et ça dépend, en fait, des athlètes. Il y a des athlètes, par exemple, il y a des très bons athlètes, ils vont pas aimer mes planches parce que c'est pas leur façon de faire, comme dans tous les sports de matos à la limite. Et donc c'est top aussi cette facette-là, ouais, on y passe aussi pas mal de temps parce qu'on aime bien, quoi. Et il doit y avoir aussi plusieurs types de planches en fonction de la mer et de comment est-ce qu'elle est mouvementée, pas mouvementée. Oui, d'ailleurs Alain, jusqu'au dernier moment sur Messenger, il peut réussir à me dire « T'es sûr de vouloir prendre celle-là » ou même moi je lui pose la question parce qu'au final je me retrouve avec 4 planches ce jour. C'est un choix stratégique. Et ouais, selon le parcours, selon comment tu es... Des fois, je peux avoir des prototypes qui sont un peu limite en stabilité. Et donc, le choix, ouais, des fois, il est un peu chaud. Il y a des fois des courses, d'ailleurs, où je pense à un mondial en Chine, où je pense que même si moi, j'ai pas été bon, ma planche aussi, j'avais eu du mal. Et il y a eu beaucoup plus d'autres fois où je me dis, là, sur la ligne de départ, avec les conditions qu'il y a, les gars... moi, avec la planche que j'ai déjà 20% de chance de plus ou 30% de chance de plus. Enfin, moi, mentalement, ça m'aide beaucoup. Et par exemple, je sais que si ça va glisser, déjà, c'est là où je suis le meilleur, mais ma planche, je pense, c'est là où elle est beaucoup mieux que celle des autres aussi. Et genre, si je vois que je suis bien et que ça va commencer à glisser, rien que dans ma tête, moi, je suis en train de dire au voisin dans ma tête que là, c'est foutu pour lui. C'est foutu. Ouais. Bon, c'est intéressant. On a beaucoup parlé de voyage, de déplacement. Donc, c'est vrai que dès que je suis arrivé sur l'avant-scène, sur le devant de la scène de cette discipline, derrière, on va dire que tu as été complètement aspiré par le circuit mondial et tu enchaînes... en un mois, tu peux être aux 4 coins de la planète. Comment, en tant qu'entraîneur, Vincent, on accompagne son sportif dans ces moments-là ? Est-ce que vous avez des contacts réguliers ? Est-ce que vous avez mis en place une régularité où vous faites justement des points sur l'épreuve ou la préparation physique ? Quelle est votre relation dans la saison, une fois que la saison est lancée ? Parce que je ne sais pas si tu es présent à chacune de ces compétitions, oui ou non. Il ne veut pas m'inviter sur les voyages. Donc, il ne veut pas t'emmener. Il part avec ses potes et puis voilà. Non, c'est vrai que autant la régularité, elle est dans la performance que des fois dans la communication. non, mais en fait, c'est... En fait, ouais, non. On a une relation qui, en fait, dès le début, s'est fait sur la distance, finalement. Moi, j'ai croisé à Brest et puis il est tout de suite parti. Donc, depuis 7 ans, on communique... exclusivement, je vais dire, à distance. Donc moi, je lui envoie ses programmes quasiment tous les dimanches soirs. Et puis après, il y a des petites adaptations. Donc c'est des programmes à la semaine ? Programmes à la semaine. Et puis bon... matin, parce qu'il y a le décalage horaire. Ouais, voilà. Voilà. Donc c'est quoi ? C'est des programmes sur la tactique, sur la technique, sur la prépa physique, le cardio en fait. Okay. Moi c'est beaucoup le cardio et puis parce que Titouan m'a énormément appris, il m'a fait beaucoup progresser aussi dans ce sport-là par rapport à la technique, à la tactique et tout ça avec le passé VA qu'il avait et puis même sa capacité à être sur les plans d'eau ou tout simplement à être sportif de haut niveau dans sa tête et à savoir comment observer, comment être avec
avec un groupe ou comment se placer dans une compétition. Donc après, ouais, c'est des programmes qui sont donnés comme ça, ils ne sont pas totalement figés. Donc il a sa capacité de choisir largement. Après, bon, on fait dès qu'on peut, quand il vient sur Brest, on arrive à faire un test cardio au centre médico-sportif de Brest. Pour faire Donc, un check-up. Voilà, et puis sur la VO2 max, la puissance développée, de façon à voir où il en est. Et puis de voir les évolutions aussi qu'on peut avoir. Donc c'est vrai qu'on a vu que sa puissance était bien développée, qu'il avait toujours conservé une VO2 max. Donc après, moi, sur mes entraînements, ça me permet de me dire, bah tiens, on va aller chercher un petit peu plus d'explosivité, faire un peu plus de travail sur le lactique ou au seuil, enfin, comme tu connais. Ouais, mais est-ce que tout ça est centralisé de manière digitale? Je veux dire, est-ce qu'on peut, dans ces disciplines, analyser des datas, comme on peut le faire dans d'autres sports? Je parle de cyclisme parce que c'est ce que je pratique, sur une puissance, sur une cadence. Comment est-ce que dans cette discipline, on peut observer ou en tout cas anticiper un pic de forme? Ça sera uniquement sur la condition physique de l'athlète et non pas sur la tactique, la technique, pardon? Non, en fait, on est sur un plan d'eau extérieur qui est soumis au courant, au vent, aux marées et tout ça, donc la température, donc tout ça, ça joue. Et à partir du moment où on met un cardio, Il faut pouvoir le regarder aussi, il faut avoir la possibilité de le regarder. Bon, on peut la regarder parce que moi je suis avec sa montre connectée, je suis sur l'interface de la montre, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais finalement, comme moi j'arrive à voir la météo, j'arrive à voir un petit peu quelques plans d'eau là où il s'entraîne parce que j'ai eu la chance d'avoir été invité en Nouvelle-Calédonie. Bon, je me fais une idée. Mais après, les températures, elles sont folles là-bas, donc par moments s'entraîner c'était hyper dur et en fait, ça trouble complètement les résultats. Donc finalement, c'est une information qui est utile de temps en temps, mais on l'utilise vraiment très peu. C'est pour ça que je suis pas. Mais ce qu'elle repère, c'est la condition physique de la tête avant tout. Après, ce sont ses sensations, les vitesses qu'il arrive à avoir. Et puis, c'est vrai que les courses, comme elles se changent à chaque fois, bien sûr. En fait, c'est surtout après la tactique et lui. Son ressenti, son état d'esprit mental en fait. Après moi je me fais plein d'idées, j'avais l'habitude de faire quelques petits messages écrits avant les premières courses, surtout quand la saison reprenait, parce que finalement la première course c'est une évaluation et là ça reprenait sur des très grosses courses à la Carolina notamment où je lui mettais un petit placard en essayant d'imaginer dans quel état d'esprit il était par rapport à ce que je pouvais ressentir sur les messages, de ce qu'on voyait, des petites questions, que ce soit des doutes ou des certitudes. Et puis c'est vrai qu'en échangeant avec notamment avec Alain Turquetil, bon, ça fait un petit trio qui permet d'avoir plein d'informations. Et bon, je crois qu'après j'ai l'impression qu'on se connaît à peu près bien, qu'on arrive à se compléter un petit peu. C'est des repères après. Et puis autant d'années, c'est des repères que vous avez ensemble. On arrive aussi, à fonctionner très correctement, je pense, là-dessus. Donc voilà. Et la prépa mentale, c'est quelque chose aussi c'est une approche que tu as avec Titouan ou parce qu'après autant d'années sur le circuit, des déplacements depuis comme ça plusieurs années, est-ce qu'il peut y avoir cet effet peut-être aussi lassitude, c'est comment rester au top niveau comme ça tous les ans? C'est difficile de garder sa concentration et sa motivation 12 mois sur 12. Comment est-ce que vous gérez ça au niveau approche mentale? Oh, il est 6 mois sur 12 déjà. Donc. Je crois qu'il arrive à bien déconnecter. Il avait fait une course notamment à la Carolina qu'il avait déjà gagnée et il était attendu sur cette course-là et puis il a eu des problèmes avec ses avions et il est arrivé très très peu de temps avant la course et c'est vrai qu'on avait échangé un petit peu quand il était à l'aéroport et puis je m'étais dit il est plus que zen et puis en fait il est arrivé, il a fait sa course, il a gagné et il est reparti. Donc en fait il y a... Non, le truc, c'est vraiment comme je disais au tout début, c'est un athlète qui est extrêmement autonome, qui arrive à bien gérer. Je crois qu'il a trouvé ses repères dans son entourage, avec sa famille. Je crois que c'est très, très solide. Je crois qu'il arrive après à demander, tiens, un tel, il va peut-être m'aider, un tel. Il arrive à gérer tout ça sans problème. Et c'est vrai que c'est un entraînement. Moi, je lui donne du cardio, on échange là-dessus et il est capable d'adapter. Après, d'aller chercher aussi, de ce que j'entends, il est capable d'aller chercher des bonnes compétences aussi chez les bonnes personnes pour lui apporter justement ce dont il a besoin pour franchir un cap. Ouais, c'est un vrai chef d'entreprise j'ai besoin de telle personne pour ça, et puis il sait qui aller solliciter au moment où c'est lui qui convient. Il décide, il choisit, et il a cette capacité largement à faire ça. Donc
Donc c'est assez rassurant pour moi aussi, dans le sens où, Bah oui, où je me dis, totalement. je sais qu'il gère, que les programmes, il sera capable de me dire quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et après, quand ça va, il ne le dit pas, donc je sais que ça va quand il ne le dit pas. Parce que quand il dit pas, quand il dit, c'est différent. Mais ouais, je crois il est très solide là-dessus. Et finalement, il se construit, et puis il avait ça à la base, tout simplement. Mais c'est vrai que pour moi, au tout début, sur certaines choses, je me disais, mais comment il fait comment je peux trouver ma place par rapport à un athlète qui est aussi doué Ouais. et c'est vrai que je pense que tout son passé, sa culture personnelle, moi je me suis mis ça en tête des fois quand il était sur son bateau. C'est vrai qu'il est un peu le seul par moment à avoir une feuille qui bouge bizarrement et puis à changer totalement De direction. de direction cap, et puis des habitudes sur une course comme à Saint-Sébastien où il a fait quelque chose que personne n'avait fait alors que la course elle est pas toute jeune. Et puis quand tu as traversé le canal pour partir sur la gauche, remonter sur la gauche plutôt que sur la droite alors que tu étais 10e et que tu arrives 3e au bout du canal. Et puis je lui dis mais pourquoi tu as fait ça? Il me dit en descendant j'ai vu une feuille bouger. J'ai dit d'accord. Bah, c'est aussi c'est ce qui fait les grands champions, c'est qu'ils sont capables aussi de voir des détails dans la course, d'avoir cet instinct de repérer quelque chose qui va faire la différence. Complément, ouais. Et puis il est un peu unique là-dessus et c'est clair que moi souvent quand je faisais avant les premières courses ou quand je me disais ça, je dis sa manière de voir les choses, c'est il vit sur un bateau parce que lui sa vie c'est sur un bateau aussi et je pense que il y a des mouvements d'eau, des reflets d'eau, il a tellement connu ça c'est tellement sa vie et son jardin qu'il voit des choses que personne ne voit tout simplement. Et puis en lisant quelques articles aussi sur des entraîneurs qui parlaient de lui, ça confirmait ça sur le fait qu'il était un peu le seul à voir Ce que les autres ne voient pas. ce que d'autres ne voient pas du tout ouais. et qui essayent de suivre et qui n'arrivent pas finalement parce qu'il y a beaucoup c'est super intéressant de voir justement comment tu construis tout ça. Il y a, dans tout, on va pas revenir sur tout le calendrier, toutes les épreuves que tu as fait à travers le monde, mais il y a une épreuve moi qui ressort dans ce que j'ai pu voir. C'est une épreuve qui a lieu entre deux îles hawaïennes qui fait 32 miles, que tu as fait 3e. Cette épreuve a l'air particulière en fait. Il vient de dire que j'étais doué et tout, trop bien, et tu me lances sur la Molokai où j'ai abandonné, quoi. Non, t'as fait 3e, il y a un moment t'as fait 3e. Voilà. J'ai fait 3e. Donc la première fois, j'ai fait en relais. Peut-être la prise d'expérience justement pour aller faire cette 3e place. C'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens, ouais. Ça arrive. Non, par contre, en prise d'expérience, je l'ai fait 3 fois. Je l'ai fait une première fois en relais avec un copain, dans le sens où cette course, en termes de logistique, elle est un peu incroyable. Qu'est-ce qui fait qu'elle est particulière cette épreuve? Ce qu'on dit, c'est que quand tu es sur la ligne de départ, tu as déjà fait à peu près tout l'effort qu'il fallait faire. C'est dans le sens où, en plus, quand tu es étranger, c'est un peu démultiplié. La course, elle se déroule entre Molokai et Oahu. Donc, la planche, c'est une unlimited, donc une très grande planche. Il te faut un bateau suiveur par athlète. Donc de la logistique. Pour la logistique et pour la sécu. Donc tout ça dans un pays où tout se paye, aux États-Unis ou tout ça. Donc la première fois j'ai pu faire un relais avec un copain qui est de là-bas et avec donc sa planche, avec son père qui nous suit en bateau et tout ça, comme on disait tout à l'heure, quand j'ai su m'entourer. Moi j'estime que j'ai un staff, genre Vincent Guillaume, il s'occupe des entraînements. Quand je suis à Nouméa, Brian il s'occupe de prendre soin de mon corps. Si j'ai mal là, boum, il me fait faire tel exercice. Et là la Molokai c'est un peu pareil, t'as besoin en fait de déléguer parce que y a beaucoup de choses. Toi tu dois rester concentré sur ton effort et tout le reste doit être géré par le staff ou des personnes qui t'a fait confiance. Mais pour dormir la veille c'est galère là-bas, y a pas d'hôtel, il faut pouvoir dormir dans la résidence où y a que les locaux qui arrivent à avoir des chambres quasiment. Il y a une fois où mon pote Vince il a été mon ravitailleur sur cette course parce que on parlait un peu d'ultra trail, celle-là ça commence un peu, genre c'est 4h30, 5h d'effort. Donc tu as besoin de te ravitailler pendant la course et tout ça. Donc c'est une course mythique, elle existe en prône, donc en planche à bras de sauvetage, elle existe en pirogue, elle existe en surf ski. C'est vraiment, vraiment mythique le rêve c'était de la gagner. Après il y a eu le Covid, etc. Donc j'ai pas pu y retourner. Donc c'est toujours dans les projets et dans la liste. Et c'est vrai que même pour Vincent Guillaume, c'était un peu le challenge parce que le fait que j'abandonne, c'était
bah, c'était pas parce que ma planche a cassé ou c'était pas parce que c'était trop gros, trop petit, c'est parce que bah, j'étais cuit, quoi. Donc, c'est de sa faute. Donc, dans le sens où, ouais, on pensait avoir tout bien fait. Pareil, j'avais réussi à bien m'encadrer, j'étais bien entraîné. Parce que c'est un objectif pour toi, cette Ouais, course. c'était carrément un objectif. C'était genre quand j'y vais un mois avant. Bon, c'est toujours agréable de passer un mois à Bien Hawaï, sûr. mais quand tu Tu restes focus sur l'objectif. voilà, T'es tu pas en t'engages. vacances, Il ouais. y avait quand même des sacrifices et tout ça. Et ouais, c'était pas des vacances. Tu fais des kilomètres, tu essaies de faire les parties du parcours et tout ça. Et c'est vrai que bah, là, j'ai pêché en plein milieu. Bon, après, c'était des choix aussi un peu. Vincent, il était un peu en contact aussi avec l'autre Vincent qui était dans le bateau, avec Alain aussi. Bah, c'était en mi-saison. Est-ce que ça vaut le coup de te tuer pour faire une 4e place ou une 5e place alors que tu as une compète 2 semaines après où tu peux scorer? Et ouais, il y a tout ça qui rentre en jeu. Et puis bon, bah allez, badaboum, on remonte dans le bateau, vaut mieux tout La ce que. décision a dû Ouais. dur à prendre. Oui, c'est dur à j'imagine, prendre forcément. quand c'est comme ça. Et puis en plus, tu vois, quand tu passes autant de temps, quand tu sais que ton entraîneur il passe du temps à te faire Bien des sûr. plannings, que ton designer de planche il t'a fait une planche trop bien pour cette course et tout ça, il y a tout ça qui rentre en compte. Toutes les personnes qui sont autour. Mais bon, je pense qu'avec du recul, c'était le bon choix parce que 2 semaines après en Oregon, je fais une bonne course, je fais quand même une bonne fin de saison, je m'en rappelle plus, mais ça devait aller. Et puis quelque part, bah, ça te challenge aussi parce que bah, tu te dis, bon, bah, ok, bah, la dernière fois, tu as abandonné, donc va falloir Faut y travailler. retourner, quoi. Ouais. Va falloir travailler. Ouais, ça Donc, fait partie, l'abandon fait partie ouais, carrément, du sport. Et, sur le coup, t'es deg, j'ai mis un peu de temps quand même. c'était quoi? Ça t'a mis un doute physique, enfin, sur le physique, sur toi, Ouais, et ta puis t'es capacité de déçu en fait. sportif? T'es déçu, Ouais. tu te dis, putain, Sur l'entourage également, d'avoir déçu peut-être, Ouais, la peur de l'entourage, décevoir les personnes qui il t'entourent. y a eu des émotions, c'est un peu parti dans tous les sens. T'as le bateau qui te charge. Après, il y a mon pote Travis qui gagne quand même. Donc toi, t'es au fond du bateau en train de dégobiller. Et puis t'as ton pote qui gagne. Ah, c'est trop bien. Et puis poum, tu retombes KO. Et je me rappelle d'être dans une espèce de piscine de gosses. C'est des potes maintenant qui me suivent sur la course. Pareil, en termes de, comme je disais, en staff, bah, je sais que le duo d'amis là qui font ce parcours souvent, bah voilà, ça c'est mon bateau. Tous les ans, ils m'appellent moi en premier. Est-ce que tu fais mon local cette année? Nous, on te suit toi. Et je me rappelle de ce pote là qui me porte, qui me met dans sa piscine, la piscine de ses gosses. Et j'étais là, et sa femme qui t'apporte à manger, tout ça. Donc c'est quelque part, ça reste des bons souvenirs au final parce que bah ouais. Et puis derrière, il faut réussir à refaire une course après, à réussir à scorer, à outre. Et en fait, ça vient un peu des oreilles aussi. J'ai un peu des soucis, pas d'acouphènes, mais bah, c'est pas résolu d'ailleurs, mais quand je sens que ça vient, boum, je me revois à Molokai. Ok, bah, tu l'avais pas bien géré là. Et C'est quoi, quelque part. c'est un problème d'oreille interne, c'est ça? C'est quoi, une perte Ouais, de ils repère, n'arrivent pas une trop à perte de- savoir. Et du coup, en stand-up paddle, en termes d'équilibre, ça me bouleverse un peu. Et ça vient toujours, mais maintenant, bah, j'arrive en fait à l'anticiper. Et on en parle avec Vincent. Et au-delà d'anticiper, bah, faut réussir même à pas que ça arrive du tout. Ouais. Donc, C'est intéressant mais ce que tu dis, parce que moi, dans le cyclisme, effectivement, dans le long, dans l'ultra, j'ai un souci d'oreille interne. Et quand je roule, tu sais, nous en ultra, on roule des heures et Ouais. des heures, notamment de nuit. Et bien la nuit, en fait, j'étais pris de vomissements, de Ouais. nausées et perte de repères dans l'espace total. Donc je perdais un temps fou derrière, parce qu'il fallait que je m'arrête. Et en fait, c'est un problème d'oreille interne. Et pour anticiper de pas que ça arrive, la solution était de m'arrêter toutes les 90 minutes, ok. de marcher 500 mètres pour retrouver reprendre le les plancher repères des vaches, et de ouais. repartir. Et comme ça, j'ai pu passer notamment aux États-Unis 10 nuits sans aucun problème. Ok. Mais c'est pour ça que je comprends ce que Ouais, tu dis ouais. en termes de perte de repères de sensations. Et ça peut te foutre une course en l'air, très clairement. Bah, il y a peut-être aussi une histoire de mal de mer parce que bah, Molokai, t'es au milieu de rien. Mais après, bah, je l'ai eu quand même sur d'autres épreuves. Après, bah, moi, je peux pas descendre de ma planche pour Ouais, marcher. Bien sûr, c'est sûr. Et mon pote Vince, qui me connaît très bien aussi et qui était dans le bateau, il me disait non, mais arrête là, tu ressembles à rien, c'est pas toi, quoi. Parce que bah, j'arrêtais pas de tomber. Moi, comme un couillon, je remontais à chaque fois. Vas-y, essaye encore. Et ouais, C'est bien aussi d'avoir ce regard extérieur. Ouais, voilà, parce que, moi je voyais que. Enfin, je sentais que tu ça sentais allait pas du mais tout. tu continuais, ouais. Mais le regard extérieur, il dit bah non, ça. Et
au Salvador sur un mondial, ça me l'a fait. Et mon pote Vince, il est venu me voir à la fin de la course. Il me fait, je dis oui. Genre, il savait aussi. Il savait, parce qu'il t'a vu Tu par vois, dans rapport à tes l'équilibre, habitudes. Vincent, dans les messages, il m'avait écrit aussi, t'as eu un souci d'oreille encore. Donc voilà, j'essaie de le... Et le fait d'avoir abandonné sur cette Molokai, boum, quand ça arrive, on parlait un peu de prépa mentale, et c'est la façon dont on a eu une approche de prépa mentale avec Vincent, c'est de se reprojeter. Alors là, je me projette, je me remémore un passage qui était pas terrible, peut-être que c'est pas ce qu'il faut faire en prépa mentale, mais moi ça me sert dans le sens où ok, là ça commence à rebourdonner un peu dans ton oreille, repense à Molokai, ah merde, moi ça m'avait saoulé, et en fait le fait de se remémorer cet échec entre guillemets, bah boum, ça te dit bah non, là cette fois il faut réussir à outrepasser le truc. Alors j'essaie de, pareil avec Brian à Nouméa, on a essayé de regarder pas mal de photos, tout ça. Alors on essaie de voir aussi sur la respiration, si je retiens pas trop ma respi. Et ça arrive, Donc, à partir d'un nombre d'heures d'effort ou vous ouais, avez souvent c'est réussi sur à... parce que ça peut se déclencher, peut-être, je sais pas, je te dis une bêtise, mais peut-être au bout d'une heure ou d'une heure et quart. Voilà, Et souvent tu c'est peux au peut-être bout d'une anticiper, heure, justement, un peu de chaleur. Voilà, c'est un peu les... Mais honnêtement, c'est pas trop, je fais les rendez-vous. Alors pareil, par exemple, là, en termes de bulles et d'aide autour de moi, j'ai pas manqué parce qu'en France, on a toute la médecine qu'on veut, mais bah, il me manque peut-être ce bon ORL, entre guillemets, qui va réussir à dénicher quelque chose. Après, est-ce que c'est pas psychologique aussi ? C'est quand je vois que je suis dans le dur, bah, je me dis ok, mets en action l'oreille comme ça. Et donc voilà, ça pour le coup, on n'a pas encore trop trouvé, mais c'est intéressant au final, c'est un truc à aller travailler. Ouais. Comment vous avez vécu tous les deux la phase du corona, c'est ce premier confinement, quand on est sportif, outdoor, qu'on aime aller à l'eau et qu'on est privé de ça. Alors comment l'athlète l'a vécu et comment l'entraîneur a fait en sorte pour que ces sportifs gardent une forme physique optimum. L'entraîneur est athlète, donc il l'a mal et athlète. Je reviens juste un tout petit peu sur la Molokai. Ça a été quelque chose qui a été ultra frustrant déjà pour lui et un peu vexant pour moi. Mais c'est pas du tout. Il y a un moment, on pense qu'à l'athlète en fait, à se dire waouh, il doit être trop mal et tout le travail qui a été investi sur tout ça et puis le côté mythique et mystique de cette course. Il y a tellement de choses dans tout ça que c'est très dur à vivre devant son écran. Sur en fait, des détails aussi, ça se joue. Ouais, et puis c'est dur à vivre devant son écran parce que moi je le suis vraiment à distance sur les courses et c'est hyper dur de le voir dans le dur comme ça. Après, le Covid finalement, l'éloignement on connaît, l'entraînement à distance on connaît et puis ça a été une période super compliquée parce que finalement on n'en est toujours pas sorti. Et il y a une belle incertitude sur les compétitions, sur notre sport qui est un petit sport. Donc c'est un sport qui est jeune, qui est petit. On a la chance qu'il soit passé ou que ça va passer sport de haut niveau. Donc ça va bien le faire évoluer. Et puis on espère que justement tout va découler de ça avec la formation pour les jeunes et puis que Titouan qui se donne depuis des années, notamment à se débrouiller tout seul, comme dit Coureur Pro, donc à chercher par lui-même ses sponsors et tout le bazar qui va avec. Mais est-ce que tu as senti chez des sportifs une certaine panique, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, il y a eu où un tout petit s'est stress arrêté sur la première course parce que zéro évaluation. Sur les premières courses, on ne va pas savoir où on va. Se renouveler, c'était compliqué. Moi-même, en tant qu'entraîneur, il y a un moment, faire des programmes pendant des mois sans course, sans objectif, sans se dire, tiens, la vitesse c'est un peu moins bien, ou on peut faire ci. Il y a un moment, c'est super compliqué de pouvoir donner des programmes. Donc c'est super stressant. C'était assez flippant de me dire, mais là, est-ce que je l'intéresse sur mes programmes, quoi. Est-ce qu'il ne va pas trop s'ennuyer? Et à partir de ce moment-là, on rentre dans un autre domaine, c'est que c'est le psychologique où s'il n'est pas là, il n'y a pas d'entraînement. C'est un sport d'endurance comme tu connais bien tous ces sports-là. Et en fait, le mental, il prime sur le physique. Bien sûr. Donc surtout sur un suivi ou quand il y a 2 entraînements quotidiens, qu'il n'y a pas beaucoup de variété, que c'est vraiment dur, quoi. Donc période difficile pour moi aussi. Après, faut faire avec. Moi, j'ai perdu quasiment la moitié des athlètes que j'entraîne à distance. Donc
Donc je n'avais pas dit jusqu'à maintenant pour pas qu'ils se disent oh bah tiens je peux partir maintenant. Et, Et toi, Titouan, après, comment on a tu essayé l'avais, de mettre comment des tu l'as petites choses vécu, en place par moment, quoi. comment tu l'as Après, vécu déjà, où est-ce que tu te situais à ce moment-là? Parce que les pays se sont fermés à différents endroits de la planète, pas forcément au même moment. Mais où est-ce que tu te situais quand le confinement, le premier confinement où vraiment personne ne sortait, en tout cas en France, où est-ce que tu te situais et comment tu l'as vécu pour te maintenir en forme en fait? Alors moi j'étais en Nouvelle-Calédonie, j'avais la chance d'être en Nouvelle-Calédonie. Après je venais de reprendre depuis un mois, genre j'avais fait une bonne pause et je venais tout juste de retrouver ma forme, genre, enfin ma forme, de me sentir bien on va dire à l'entraînement, alors que des fois moi les reprises c'est assez dur quand même. Et là boum, reconfinement, on sait pas ce qui se passe, tout ça. Moi je suis parti en mer avec mes parents, j'ai mes parents en Nouvelle-Calédonie et ils m'ont dit allez tu montes dans le bateau, on file. Donc moi je pouvais faire des trucs, mais encore une fois, je suis à un stade maintenant où pour avoir de la motivation, tout ça, il faut quand même que je sache pour quelle compète je Ouais, m'entraîne et faut tout. que ce Quoi. soit très précis. Ouais. Alors que Ouais. là, c'était plus, j'allais plus me balader avec mon père en paddle, donc l'entraînement, je pense qu'il a rechuté de nouveau, il a fallu se préparer après. Et au final, tu te rends compte que, tu vois, on parlait, quel est ton projet à 2-3 ans. Bah aujourd'hui, projet de 3 ans, c'est Mm. même ma saison, en fait, on travaille au mois presque. Tu vois, Ouais. là, on avait dit, ok, ce printemps, tu fais telle course. Il me dit, après, tu fais quoi? Je dis, bon, on va attendre de voir. Là, je laisse passer l'été et puis je vais voir après Mais l'automne. est-ce que ça a changé ta relation? Parce que de nombreux sportifs que j'ai eu la chance de rencontrer, beaucoup dans cette période de confinement ont un rapport qui a changé avec leur discipline. C'est-à-dire que certains qui étaient très axés compétition se sont dit, bon, finalement, c'est peut-être pas le plus important la compétition. Ce que j'aime faire, c'est juste faire ce sport, en fait, sans forcément avoir un chrono ou une place sur un classement. Est-ce que toi, tu as gardé cette même motivation, cette même envie d'aller à l'eau, cette même envie d'aller faire des courses et d'être champion? Bah, moi, sur l'eau, j'y vais, ouais. Puis j'irai toujours, même quand je vais arrêter la compète. Là, maintenant, je fais du foil. Ça m'a permis de repasser plus de temps sur l'eau où des fois, il y avait un peu de lassitude en stand-up. Bah, en Nouvelle-Calédonie, j'ai le foil, le stand-up, le VA. Donc à la limite, je m'ennuie Ouais, jamais. tu t'ennuies jamais, ouais. Et quelque part, ça m'a pas manqué parce que j'étais sur l'eau, je faisais toujours des activités que j'aimais. Mais je m'en suis rendu compte en fait en reprenant. Par exemple, quand on a repris l'entraînement avec mon groupe en Nouvelle-Calédonie, ça nous avait pas manqué, mais le fait de refaire du paddle, on disait putain, c'est cool en fait le paddle. On avait oublié que c'était sympa et tout, quoi. On en était à ce stade-là et les compètes, bien sûr, mais honnêtement, tout le monde dit t'arrêtes pas de gagner, c'est cool, t'arrêtes pas de gagner, c'est cool, mais dans le sens où on n'a pas encore retrouvé un plateau international complet, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux Donc, dire. Tu as certes, quand même eu, il y a quelques jours, je crois, eu l'opportunité de te confronter au champion du monde de VAA. Et c'était la semaine dernière, je crois. au champion du monde de VAR. Au champion du monde en titre non, de VAA, non? T'as pas fait une compétition la semaine dernière J'ai fait une compète en Suisse contre un des athlètes qui est bon en stand-up. C'était un peu une évaluation d'ailleurs. C'était une course sur du plat, donc là où lui est très bon et moi un peu moins. Et j'ai réussi à le battre, donc c'est... Oui, on a quand même des confrontations qui sont Mais canons je et vois qui ce que sont tu veux dire, c'est importantes. que sur une même épreuve, le plateau Ouais. international n'est pas représenté. Par exemple, si on te dit, il y en a qui m'ont parlé de classement mondial, il y a des journalistes en Calédonie qui sont moins spécifiques sport et qui me disent on a vu que t'es numéro tant mondial et tout. Je dis mais là ça fait Par un an et rapport demi à- que ça veut rien dire, quoi. Le classement mondial, ça serait même irrespectueux pour les athlètes, les bons athlètes qui sont bloqués dans leur pays et qui peuvent pas faire de compète, de dire je suis le meilleur. Donc ça a repris, mais on n'a pas encore. C'est pas encore ça, quoi. Et j'ai lu également dans une de tes interviews qu'à un moment donné, tu avais boycotté un certain nombre d'épreuves parce que tu n'étais pas en phase avec les règlements Ah ouais, alors ouais, c'est un peu les dessous et c'est le tour professionnel qui en fait a un peu de mal à être organisé de façon claire Structurée, et structurée. Et c'est plus dans le sens où moi ça m'a plus saoulé, ou comme je disais avant, que je suis quand même organisé dans mon bordel, que j'aime bien faire mon calendrier. Avec Vincent, on aime bien faire des épreuves, telle épreuve, Ouais. telle épreuve. Ça, tu sais pourquoi Et tu là, te les prépares. trucs, ça s'annule, ça repartait. Alors, il y a eu des années bien, d'ailleurs, je reçuis un petit peu ce tour. Mais par exemple, j'ai vu l'organisateur il y a quelques semaines sur l'épreuve du Vendée. Il me dit c'est cool, tu viens à Hawaï en octobre
pour les 2 épreuves et tout. Je fais bah non, les planches, on n'a rien organisé. Moi, je vais pas aller là-bas et être sur une planche qui est obsolète, dans le sens où ma planche il y a 3-4 ans qui est peut-être dispo à Hawaï, bah, aujourd'hui elle est plus compétitive ou moins. Tu mets 2 épreuves à Hawaï, censé être downwind au mois d'octobre, il n'y a pas de vent. Nous, en tant qu'Européens, on ne sait pas comment on peut aller à Hawaï. Donc non, je peux pas te dire que je vais aller sur tes épreuves. Donc là, il était là, ah bon, je fais, bah ouais, faut... Non, mais Nous, c'est on est important aussi organisé, pour les quoi. organisateurs que des athlètes comme toi les challenge sur bah, en fait je viens pas mais je vous explique pourquoi je viens Ouais, pas en ouais, fait. carrément. C'est pas structuré. Ah ouais, c'est avec que- c'est Tristan. Avec Tristan, par contre, c'est une personne, il est très sympa, on s'entend bien, on échange. Mais voilà, c'est comme ça, c'est l'humain, quoi. On a des accords, mais on arrive à en parler. Mais ça s'est bien amélioré, le tour professionnel. Mais ouais, pour moi, c'était moins. C'est des courses populaires. À Tahiti, on est 1000 des fois sur la ligne de départ. Le tour professionnel, boum, faut se qualifier. Ouais, je vois ce que Des tu veux fois, dire, on se c'est pas le retrouvait, même, on était ouais. 15 athlètes au milieu de nulle part, là. Les gens, ils savaient pas. On a fait une course à Londres dans un espèce de canal. Je pense qu'il y a des millions de personnes qui sont passées le long de ce canal. Il n'y en Sans a savoir, aucune qui s'est ouais. arrêtée pour savoir ce que c'était. Parce qu'il y avait 15 pimpins qui faisaient des tours autour d'une bouée. Il y avait des algues qu'on prenait dans l'aileron. Ouais, dans ce que tu décris, ça manque un petit peu de sens en fait de pourquoi ce Ouais, circuit à quel endroit. Ouais. Mais c'est parce que c'est difficile encore. Je jette pas la pierre à l'organisation. Non, parce bien que sûr, c'est il faut, chaud, il faut promouvoir cette discipline et c'est. Ouais, mais c'est. Bah, disons que ouais, je préfère les grosses épreuves où il y a Monsieur Tout le Monde qui est invité. Par exemple, on est en Bretagne aujourd'hui. Et j'étais sur une épreuve de Coupe de France à Begmail. Et alors qu'il y avait une étape en Grèce qui était quelque part plus importante, avec plus de niveau. Et tout le monde m'a dit, ah bah pourquoi t'es là, comment ça se fait que t'es pas en Grèce? Et je leur disais, bah Grèce, je suis déjà allé. Le parcours, je sais qu'il peut être un peu tendancieux dans le sens où ça peut être vent de travers. Est-ce que j'ai envie de voyager en ce moment avec tout ce qu'il y a et tout ça? Pas trop. Begmail, c'est pas loin de chez mon frère. Ça me permettait de voir de Vincent. Je connais pas. Je veux découvrir un nouvel endroit. Et pour moi, c'est aussi ça le stand-up, quoi. Au-delà de. Je suis peut-être professionnel, mais C'est d'aller s'il y a chercher une des étape spots, pro ouais. qui me plaît pas et à la place une petite course dans le quartier, comme on peut dire, qui a l'air sympa et dans un endroit où je suis jamais allé, bah, j'ai des choix des fois qui sont pas compréhensibles. Ouais. Et une question qui va être difficile, hein, c'est dans tous les spots sur lesquels tu as été, quel est le plus bel endroit où C'est tu as- Begmail. où tu as pris le plus de plaisir, que ce soit les Ouais, sensations, sans forcément c'est- parler d'un classement des résultats, mais juste le plaisir d'être dans cet endroit. Bah Hawaï, on aimait bien y aller. C'était un mois. Donc on savait que pour Molokai, on allait là-bas un mois. Mais c'est un peu cliché, je vais trouver autre chose. C'est dur, hein, parce que tu as dû voir Ouais, des spots c'est de dur. dingue. Donc, Bah chez moi, pareil. Mais chez moi, par exemple, je trouve ça beau depuis que je voyage. Ouais. Enfin, ça, c'est Ouais. classique. Hein. Ouais, c'est classique, pas effectivement. pas que moi qui. Là, quand je rentre, je fais, bah, on est pas mal quand même. Et tous les petits jeunes là aussi, là, qui maintenant partent un peu plus, des fois un mois ou 2 ou 3 mois, ils me disent, putain, Titou, toi tu pars toute l'année, mais en Calédonie quand même, on est bien. Je fais, bah ouais, mais bon, moi j'ai pas le choix, je fais un peu plus de compète. Mais ouais, des endroits, bah, comme je disais, tu vois, là par exemple, mon choix de Begmail, c'est parce que je connaissais pas, mais j'étais très content d'aller en Crète parce que je connaissais pas. Qu'est-ce qu'il y a de proche là? Je suis allé faire une course, bah, c'était juste après avoir rencontré Vincent, j'étais allé faire une course avec Greg et l'autre Vincent, beaucoup de Vincent dans ma vie, à l'île de Jersey, tu vois. Et l'île de Jersey, pareil, il n'y avait pas un niveau de fou, mais d'arriver sur ce île avec cette communauté, en fait, aussi souvent, c'est la communauté qui fait le truc, quoi. ouais, Il y bien a sûr. une communauté de gars, ils font du paddle, ils sont à Jersey. Tu dis, mais vous êtes malades, les gars, il fait froid, et eux, ils sont contents et tout. Donc, ouais, j'ai pas trop. Moi, j'adore l'Australie. Ouais, l'Australie, j'aime bien. C'est là en plus où je vais essayer mes planches. Alain Turketil, il habite à Byron Bay. Donc, le setup, on va dire, d'aller essayer mes planches, faire une paire de courses dans la région pour faire un peu un test d'entraînement. C'est une période que j'aime bien. C'est le début d'année, souvent, dans une vie normale avant. C'était en février-mars que j'allais là-bas.
Vincent, je lui disais, bah ok, là j'ai compète, il faut qu'on retravaille ça pour le reste de la saison parce que j'avançais pas sur telle ou telle Ça te partie. servait un petit peu de base, pour la C'est saison. le début de l'année, on est content de revoyager au final, alors qu'en fin d'année, les destinations de fin d'année, par exemple, on fait Paris au mois de décembre pendant le salon nautique. Bon, c'est à faire, hein, mais je l'ai fait une fois, 3-4 fois de suite, c'est fin d'année, t'es fatigué, t'as juste envie de rentrer chez toi. Et je me suis on m'a redemandé, ah, tu viens à Paris cette année? J'ai dit non, en novembre, je rentre chez moi. Mais par exemple, il faudrait que je refasse Paris un jour en mode détente. Pour le plaisir. Pour le plaisir, quoi. Pour toi. Juste pour toi. Juste pour moi, Ouais. parce que là, c'est la compète de fin d'année, on n'a pas envie d'être là. Et parle-nous un petit peu de ton rapport avec l'équipe de France, plusieurs sélections d'équipe de France, capitaine même de l'équipe de France. Comment tu prends ce rôle? Ça veut dire quoi pour toi? Bah ouais, quand on parlait d'enfance, tout ça, quand même, quand t'es enfant, tu regardes les équipes de France. Alors certes, c'est pas l'équipe de France de foot, mais c'est quand même le même statut, sûr, tu représentes le même pays, complètement. donc tu dis ouais, ben si, en fait, on a le même truc, on va pas défiler, tout ça, mais par exemple, quand je rentre en Calédonie et que je gagne un titre, bah, j'ai tout le temps un flot de copains qui est à l'aéroport avec des banderoles, des machins, donc tu te rends compte que ça a équipe de France, ça a un impact. Champion du monde, ça a un impact. J'ai gagné des courses plus difficiles que les mondiaux, avec des plateaux plus relevés. Mais tu te rends compte que dire à quelqu'un j'ai gagné la Carolina Cup, ok, c'est cool, mais on sait pas ce que c'est. Alors que faire champion du monde, bah pour Monsieur Tout le Monde, là, ça veut dire quelque chose. Ouais. Et du coup, équipe de France, ouais, moi j'aime bien. C'est le seul moment où on n'était pas sportif de haut niveau. C'est le seul moment en fait où la Fédé là, elle s'occupe de tout. D'ailleurs, genre t'es pris en charge, t'as des gars qui s'occupent de non, t'inquiète pas, tu dors, nous on va chercher à manger, on fait la cuisine, on va manger à telle heure et pendant Je veux dire au niveau une semaine logistique, ou deux, au niveau logistique, une prise en c'est charge. les vacances en fait. Pendant une semaine ou deux, tu sais que tu vas faire une compète d'ailleurs, c'est des lieux souvent un peu originaux. On a fait beaucoup de pays d'Amérique centrale et tout. Et ouais, tu sais que t'es pris en charge pendant une semaine ou deux, t'as juste à faire ta compète, tranquille. Et ouais, depuis 2014, je suis en équipe de France. Je commence à être le plus vieux de l'équipe, donc j'ai fini capitaine ces 2 ou 3 dernières années. Et capitaine parce qu'il y a un vrai truc d'équipe dans le sens où déjà il y a un titre par équipe. Les médailles individuelles permettent un titre par équipe, donc il y a une vraie émulation, il y a une vraie représentation de pays, alors que d'habitude on est peut-être plus par marque, même si c'est pas très vrai, mais c'est peut-être plus ça l'esprit d'équipe le reste de l'année, alors que là, boum, tout le monde est avec son drapeau et tout. Et toi, en tant que capitaine, quel rôle tu prends? C'est-à-dire qu'est-ce que tu joues est-ce que tu prends le poste un peu de mentorat auprès des jeunes qui arrivent, ou pourquoi pas même des anciens à partager ton expérience? Comment tu te positionnes, toi, dans l'équipe en tant que capitaine? Ouais, De par tes résultats, de par ton expérience? Ouais, je crois que ça reste un statut un peu tranquille. Hein. C'est pas non plus. Alors on a des routines en équipe de France dont je peux pas parler, c'est secret défense. Mais par exemple, il y a le speech, tout ça, donc c'est toujours le capitaine qui ferme la discussion. Donc des messages classiques. Hein. J'ai regardé ce qui se passait dans les vestiaires en rugby et puis pam, j'ai refait la même chose. Mais non, ouais, c'est plus tu sais en fait, je connais les athlètes qui sont en équipe, donc. Il y en a avec qui je vais échanger parce que je sais que il y a une relation et tout ça déjà le reste de l'année. Après, comme on dit, on se retrouve qu'une semaine, donc je veux pas aussi influer sur l'athlète. C'est pas à moi en une semaine, je peux pas prétendre le rôle connaître. d'entraîneur, bien sûr. Il faut faire attention aussi à cette limite. Mais on parlait tout à l'heure de peut-être mon sens marin. Les athlètes, je laisse beaucoup me demander en fait. Je veux pas m'imposer, mais maintenant les athlètes, ils savent que s'ils me demandent, moi je réponds avec plaisir, même si c'est un concurrent. Et donc c'est plus ce genre de questions que j'ai dans le sens où tu passerais où là pour sortir, passer tel bar ou dans la rivière, tu passerais de quel côté? C'est des conseils. Et donc ouais, il y a plus cet esprit-là, et c'est vrai que les jeunes ils demandent un peu plus peut-être, ouais. Et si on parle de la suite, des objectifs à venir, ça serait quoi pour toi la suite, ou le plus bel objectif que tu aimerais réaliser? Un mois de vacances là. Non, ouais, comme je disais, c'est assez dur de se projeter. Dans un monde idéal, on va dire ça comme ça. Dans un monde idéal, tout se passe. Un Molokai, essayer de gagner Molokai, je pense déjà ça serait canon.
avoir du budget pour pouvoir inviter l'entraîneur, tout le monde sur la Molokai. Le message est passé. Une équipe vidéo. Une équipe de production. À l'aise. Et mon pote Vince, il vient tout seul, lui. Hein. Il paye de sa poche. Hein. Il pourrait faire pareil, quoi. Et Alain, il vient sur la Molokai, par exemple, parce qu'il veut regarder comment les planches elles fonctionnent. Ah, c'est intéressant. Ouais. Et ça déjà c'est déjà pas mal. Après, moi je pense déjà à ma reconversion. C'est un mot. Non, mais tu penses à la suite, voilà. Ouais, je pense à la suite. Tu vas pouvoir partager, impacter. Je suis en train d'essayer de passer un DEGEPS, donc un diplôme d'entraîneur en VAE. La Ligue calédonienne de VA et de canoë-kayak, elle a projet de peut-être avoir un emploi pour le développement des sports de pagaie sur le territoire. Donc voilà, c'est tous ces petits projets aussi que je mène. Ça serait une suite presque logique, ouais, voilà, vu ton expérience, vu ton palmarès. Un peu classique, mais après, il y a des idées aussi de restauration, de snack. Voilà, il y a plein de... Comme on disait, en ce moment, en plus, il vaut mieux avoir plein de petits projets, que comme ça, s'il y en a qui tombent à l'eau, pareil, rien que dans le projet de suivi de reste de carrière en entraînement, tout ça, rien que dans ce projet-là, j'en ai plusieurs. Il y a le handisport en VA, il y a le stand-up paddle en Nouvelle-Calédonie à haut niveau qu'on fait déjà un petit peu. On a un centre territorial d'entraînement où je passe quand même un peu de temps pour entraîner et tout ça. Et c'est vrai que c'est plaisant de voir, c'est plus que ressent Vincent, dans le sens où quand tu contribues à un projet sportif et que ça réussit, même si c'est pas toi qui gagne, quand je vois les jeunes maintenant en Nouvelle-Calédonie, donc c'est Clément et Noïc qui me battent. Donc certes, j'ai grave les boules qui me battent parce que je suis compétiteur. Mais quelque part, t'es content. Mais quelque part, tu te dis putain, c'est des gamins quand même. Il y en a, ils sont venus me voir, ils me disent on peut passer 1 heure là pour que tu me montres tel truc. Et tu te dis que ouais, ok, t'as pas fait grand chose, mais il y a quand même, t'as collaboré au truc et encore une fois, rien que de pratiquer en fait quand on parlait de sens marin, moi, il y a personne qui m'a appris à faire du VA, entre guillemets. Ouais. Mais je suivais les groupes des grands, et puis au fur et à mesure, c'était ok, allez, t'as le droit de venir avec nous à l'îlot d'après, tu vois. Alors qu'au début, fallait t'arrêter à tel îlot, parce qu'en termes de sécu, ils voulaient pas amener un gamin qui allait se perdre. Et dans le sens où ces gars-là, je pense à... c'est des potes maintenant parce que j'y ai vieilli et c'est des gars avec qui je rame, mais genre mon frère, je pense à Fabien, à Georgie, des gars de mon club en Nouvelle-Calédonie. Ils m'ont peut-être pas dit fais comme ça, mais il y a le moment où ils m'ont dit ok, viens avec nous, c'est cool. C'est de la transmission quelque part. Et c'est de la transmission parce que tu regardes comment ils font, tu t'en inspires, et le fait de... c'est 2 jeunes qui marchent bien. Je pense que le fait de s'être entraîné avec moi pas mal d'heures, et même les potes en Calédonie qui se sont entraînés avec moi pas mal d'heures, rien que ça quand même, ça doit aider, parce que moi ça m'a aidé, donc je pense que dans l'autre sens ça marche aussi. Ouais. Et pour toi, Vincent, la suite de la saison, comment tu vois les choses dans la prépa physique ? Est-ce qu'il y a une marge de progression cette année ? Est-ce qu'il y a encore des choses sur lesquelles tu aimerais le challenger ? Le challenger, j'ai un peu oublié de faire ça maintenant. Non, c'est il a gagné 9 courses sur 9, un truc comme ça, ou 10 courses sur 10 maintenant, en gros. Donc avec tout ce qu'il a dit, c'est vrai qu'il manque une petite confrontation internationale sur le plus haut niveau. Il fait partie des 3 meilleurs mondiaux depuis des années, et c'est vrai que ça manque un petit peu là. Donc on a éludé certains, des petits doutes sur le plat notamment, mais en fait c'est vrai qu'on attend une vraie grosse confrontation, mais on ne sait pas du tout quand elle va venir finalement, parce que là il va avoir du repos, mais en Hongrie c'est en Europe, et vu comment ça se passe en ce moment, il y a quand même des doutes là-dessus. Après il y aura les championnats de France, mais est-ce qu'il y a des Australiens qui vont venir, est-ce que tout ça en fait c'est super compliqué. Donc pour l'instant on va naviguer un petit peu au jour le jour, au quotidien, voir ce que lui il a envie de faire déjà, et puis lâcher un petit peu la bride quand même, et puis on reprendra tranquillement. Mais c'est vrai que là il y a des petits signes. L'autre jour il me disait qu'il avait mis un peu de temps à retrouver des sensations sur son paddle, alors qu'il n'avait pas coupé longtemps. Donc c'est bizarre en fait, ça fait se poser des questions sur qu'est-ce qui se passe, c'est tout nouveau. Mais après c'est vrai qu'il y est sensible aussi, parce que j'avais demandé ça
il y a 1 an, je lui dis combien de temps tu arrives à retrouver des sensations sur ton paddle après une grosse saison de VA par exemple. Et puis la première fois, il me dit non, c'est loché en 10 minutes quoi. Ouais, mais c'est peut-être aussi plus d'écoute, d'être plus à l'écoute de son corps aussi. C'est peut-être ça avec l'expérience. Puis l'année suivante, il m'a dit j'ai mis quelques jours à reprendre. Donc c'est vrai que c'est une information supplémentaire. Exactement. Donc après, voilà, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est toujours une information qui va ressortir à un moment, quoi. C'est tiens, il y a tel truc tel jour qui s'est passé. Bon, moi, je le prends en compte. Je sais pas exactement comment je le prends en compte. C'est pas hyper précis, mais c'est des petits trucs qu'on va sûrement que je vais sûrement remettre dans le programme au tout début, de retrouver des sensations assez rapidement et puis peut-être en rajouter un petit peu parce que chaque année est différente vu qu'il évolue, il progresse chaque année. En fait, on n'a pas du tout les mêmes formes d'une année sur l'autre de travail. Il y a plein de choses qui changent parce que le niveau il monte, on passe à des stades différents et puis des choses différentes, c'est vrai. Donc au niveau communication, c'est aussi plus facile par moment. Donc bon, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Après, c'est vrai qu'il y a des gros challenges. Je pense que il a parlé de Molokai. Moi, je me dis aussi que ça serait sympa parce que je pense qu'il en a les capacités, c'est ce qui a failli se passer au Salvador, à gagner les 2 titres de champion du monde sur les 2 disciplines, longue distance et technicale. Et puis après, il n'est pas encore tout pourri, il n'est pas dans la glace tous les jours. On va suivre ça. On verra en 2028 avec Los Angeles, non si on a de la chance d'avoir un jour un sport olympique. Ah, bien sûr. Et ça serait rigolo de voir un vieux moustachu gagner. On va suivre ça avec grand intérêt. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ce surnom ? Il y a un surnom, alors je ne sais pas si tu l'apprécies ou pas, mais dans ce que j'ai pu lire, on t'appelait au tout début le Dark Horse du Pacifique, c'est ça ? Est-ce que ce surnom te suit toujours ou pas ? Non. C'est un truc d'Australien, ça. C'est même pas... Je sais pas si c'est anglais. Je ne saurais pas dire. Je crois que c'est vraiment spécifique australien. J'ai juste lu effectivement que quand tu es arrivé sur le circuit international, c'est le surnom qu'on t'avait donné. Parce que après les championnats de France, sous les conseils d'ailleurs de Greg Closier, il m'avait dit maintenant si tu veux faire passer encore un autre cap, si tu arrives à gagner en Australie en downwind, ça serait pas mal parce qu'il y a un gros niveau en Australie et tout. Je suis allé en Australie, j'ai gagné. Donc c'était cool et du coup j'ai eu ce surnom. C'est dit de telle manière que c'est simple en fait, voilà. Et en fait Dark Horse, c'est le nouveau venu. Même un peu genre le cheveu sur la soupe, genre, tu vois. Et par exemple, tous les ans, en fait, c'est un peu le rookie, quoi. C'est le rookie. Ouais. Tous les ans, il en cherchait, en fait, le copain là qui m'avait. Donc c'est Chris Parker qui a le site Supracer, qui est un peu la référence en stand-up paddle. Et tous les ans, du coup, il se challenge à trouver un nouveau. Des fois, il me demande à moi, d'ailleurs. Alors, toi, tu penses à qui ? Et c'est vrai que cette année-là, il en a un pas mal. Là, il y a un Australien là qui monte le bout de son nez là en Australie, qui a battu des bons gars en Australie, et c'est son nouveau Dark Horse. Et c'est vrai que ça avait suscité quelques questions parce que on n'est pas trop habitué mais non, ça y est, ça va, je m'en tiens à mon titou. Bon, très bien. Écoutez, merci beaucoup pour votre temps, pour votre disponibilité. S'il y avait un dernier message que tu voulais faire passer peut-être, Titouan, aux gens qui écoutent. S'ils ont écouté jusque-là déjà, c'est bien. Merci. Bon, merci beaucoup et puis bonne continuité, bonne continuation. On va suivre vos parcours avec grand intérêt. Merci beaucoup. Yes, merci.